Quand nous nous installions dans le transsibérien pour nous rendre chez le grand patron, c'est-à-dire chez le patron occulte de Rogovine, un nommé Léouba, le plus riche joaillier de Saint-Pétersbourg, arrivés à destination et après avoir déballé nos bagages, déficelé nos ballots, retourné nos cantines à double fond, ouvert nos marmottes débordantes de bijoux, défait nos ceintures pleines de pierreries, et Rogovine vidé son sac à malice, et après avoir comptabilisé le produit de nos achats, trocs et échanges, Léouba me faisait entrer, cependant que Rogovine s'échappait, heureux comme un provincial d'aller souper en ville et de séduire les femmes de la capitale en cabinet particulier, et de faire jouer les tziganes toute la nuit, avant d'aller passer 8 jours en famille à Varsovie et de faire un nouvel enfant à sa femme. Dans la chambre forte de ces magasins, 6 au coin de la rue aux Pois et de la rue des Jardins, Ougol Gorochovaya i Sadovaya, un ancien salon d'exposition transformé en coffre-fort, contenant pour des millions et des millions de roubles de pierres précieuses, la plus belle collection de diamants et de perles de la Russie des tsars, où je restais enfermé 8 jours, une quinzaine, un bon mois, pour faire le tri de notre apport, classant les cailloux, les pesant, les sélectionnant, les estimant selon leur poids en carats, leur calibre, leur grosseur, leur éclat, leur pureté, leur orient pour les perles, leur rondeur, leur blancheur, leur perfection, les assortissant, mettant de côté les strops destinés à être taillés de telle ou telle façon, selon leurs impuretés, fumée, faille, crapaud, glace, les accouplant par paires pour être montés en boucle d'oreille, les calibrant en série pour constituer une rivière de diamants ou un collier de perles, faisant le choix des pierres de couleur à sertir en broche, en croix, en bouton, en écu, en épingle, en fer à cheval, en cœur, en éventail, en pendentif, en boucle, en nœud, en fleurs, en plumes, en aigrette, en larmes, ou digne de faire figure dans un sévère diadème classique, ou d'orner un gobelet barbare, ou un rond de serviette, ou un étui à cigarette érotique, m'excitant sur la limpidité d'un solitaire arrangé dans un écrin, distrayant les baroques du lot, ainsi que les perles roses ou noires et les pierres rares. Un diamant blanc-bleu pur de Golconde, ou une escarboucle jaune onagre, un rubis comme un œuf de pigeon, ou une émeraude large comme la main, et biseautée, à mettre en exposition dans les vitrines, empaquetant à destination d'Amsterdam et d'Anvers, la caillasse qui avait besoin d'être corrigée et mise en valeur par une taille nouvelle adéquate et un supplément de polissage délicat, une perle malade être épluchée, enveloppant avec soin dans du papier de soie très doux que l'on plie comme les petits sachets des pharmaciens, un pli coulissant dans l'autre, le tout venant des saphirs, rubis, turquoise, adressés à l'horlogerie de Genève et de la Chaux-de-Fonds, et la menue grenaille des roses, des brillants, qui se vendent à la grosse aux fabricants de la camelote en doublé de Pforzheim, affairés, méticuleux, consciencieux, gagnant beaucoup d'argent, ayant à 18 ans déjà un compte en banque, mais n'ayant pas la moindre idée qu'un jour ces années d'apprentissage. Et les voyages avec mon patron Rogovine, en Chine, en Perse, en Mongolie, dans l'extrême nord, à Tiflis, à la foire de Nijni ou de Mandchouria.
et mes stages à Saint-Pétersbourg, chez le patron de mon patron, le grand Léouba, qui avait confiance en moi, mais qui me tint néanmoins sous clé jusqu'au jour où il me confia les clés de son trésor. Et nos séjours bousculés à Londres et à Paris, où nous nous ravitaillions en nouveautés et faisions nos réassortiments classiques avant de reprendre le transsibérien, mon patron Rogovine et moi, avec halte à Berlin en passant où nous nous arrêtions à l'allée pour déposer notre portefeuille chez Mendelssohn, alors la seule banque au monde à escompter le papier chinois, c'est-à-dire des traites à 3,69, c'est-à-dire à 3 ans, 6 ans, 9 ans d'échéance, et fait de nos ventes à crédit, et au retour notre carnet de commandes de Camelot made in Germany, bijouterie et ferblanterie de Pforzheim, réveils et coucous de la Forêt-Noire, régulateur Westminster à balancier, et horloge à bahut et à contrepoids de Francfort-sur-l'Oder, œil de bœuf, pipe de Souabe, pipe en ambre artificielle, pipe en fausse écume de mer, pipe en porcelaine, pipe en fer émaillé, les premiers phonos, etc., etc. Cargaison qui attendait le dégel en Sibérie ou la baisse des inondations en Chine pour nous parvenir à nos différentes étapes, chez nos dépositaires, le long du transsibérien, ou au caravansérail chez nos correspondants en Asie centrale, et pour lesquels Mendelssohn nous ouvrait de nouveaux crédits illimités. Non, il ne me serait jamais venu à l'idée que ces années d'apprentissage me seraient comptées comme années d'apprentissage en poésie. Et qu'un jour, oui, qu'un jour, je serais sacré poète. Puis que je me mettrais pour de bon à écrire. Mais c'est la vie. Et les femmes me comprendront qui savent qu'une cage, et même une cage dorée, et même si on a l'air d'y avoir fait son nid ou son ménage, qu'une cage, et même une cage magique, n'est pas habitable à la longue, et n'est plus tenable quand l'amour frappe à la porte, ou rôde autour de la maison, et que l'ogre qui vous tient veut vous grignoter ou vous donner sa fille pour mieux vous mettre le grappin dessus. Dans quel but, je vous le demande? C'est un vieux thème des contes populaires et des chansons. Léouba voulait m'adopter, Rogovine m'offrait sa fille unique en mariage. Déjà mon père avait voulu me tenir. Je consultais mes poisons, je me faisais aller à mes démons, je jouais ma vie à pile ou face, j'agitais les osselets, et un jour je plaquai tout pour m'évader, croyant choisir la liberté. Pour mes débuts dans la vie, je confabulais. Aujourd'hui, je suis romancier, ô comble, mais c'est ainsi. Enfermée dans ma chambre blindée, je lisais beaucoup, des nuits entières, et aussi dans la journée pour me distraire, quand j'étais lasse de faire briller les pierres dans mon projecteur portatif, de faire jouer les feux de la rampe latérale ou de la herse tout autour de la grande table oblongue où je faisais mon tri, déversant le contenu des plateaux en peluche violette de nos marmottes de voyage sur un carré de velours vert, secouant durant des jours et des jours, des semaines, souvent durant plus d'un mois, juché sur un tabouret haut comme celui d'un bar, secouant comme on secoue un shaker, un étrange outil en fer blanc, de la dimension d'une forte cafetière, et divisé comme cet ustensile de cuisine en une série de filtres plus ou moins gros, à travers les trous desquels les gemmes coulaient et se classaient selon leur grosseur dans les différents compartiments démontables, les plus petites tombant dans le fond, que je mettais en vrac dans un sac, les plus volumineuses restant en haut en surface. Et quand un des compartiments numérotés de 0 à 21 était plein, je le vidais dans une sébile de cornes ou d'écailles, dont j'avais à ma disposition tout un jeu également numéroté de 0 à 21. Et quand toutes ces coupelles ou sous-coupes étaient pleines, je les vidais l'une après l'autre sur le carré de velours, et je triais les pierres selon leur espèce, les alignant sur la grande table de la chambre par catégorie, rang de taille, couleur propre, et quand la table, qui avait plusieurs mètres de surface,
était entièrement recouverte de pierres précieuses qui scintillaient dans l'électricité. Je pesais les pierres une à une dans un trébuchet de diamantaire que j'extrayais de ma trousse professionnelle, chargeant dans les fragiles cupules en os calciné les décigrammes que j'extrayais également de ma trousse, avec mes pinces Bruxelles, que je maniais avec dextérité pour saisir le flocon de laiton, dont un angle était replié et portait l'estampille du contrôleur des poids et mesures, 2 DG, et dont l'épaisseur était celle d'une section faite dans un grain de cachou. Et quand toutes les pierres avaient été pesées une à une et disposées selon leur poids dans d'autres plateaux marqués d'encoches, chaque entaille signifiant un carat, je les reprenais toutes une à une, entre les pointes de ma précelle, la loupe du bijoutier vissée à l'œil. Moi, c'était le droit, pour d'autres, c'est le gauche. Faisant jouer toutes sortes d'éclairages, directs ou indirects, tournant les cailloux dans tous les sens, les inspectant de près sous toutes leurs faces pour détecter un défaut, lâchant la loupe pour les rapprocher, les éloigner et juger à l'œil nu de leur effet, clarté, pureté, et les retournais encore et encore sous une ampoule aveuglante, pour étudier leur transparence, leur foyer, leur jeu de lentilles d'ombre portées pastillées de facettes de lumière, leur irisation, leur chatoiement, avant de les estimer tant et tant, et de les renfermer dans des écrins étiquetés et de les ranger dans les coffres. Le temps passait, des jours, des semaines, un bon mois. C'était interminable. J'étais prisonnier. Je lisais beaucoup pour me distraire, et quand j'étais là de manier et de remanier mes pierres et de recommencer toutes mes opérations pour contrôler, recalibrer et revaloriser mes classifications et estimations, je lisais les classiques dans une édition anglaise. Mais il m'arrivait aussi, toujours pour me distraire, de dérouler une carte du ciel sur la grande table et de recouvrir chaque constellation avec des pierres précieuses que j'allais quérir dans la réserve des coffres, marquant les étoiles de première grandeur avec les plus beaux diamants, complétant les figures avec les plus vivantes pierres de couleur, remplissant les intervalles entre les dessins avec une coulée des plus belles perles de la collection de Léouba, allumant toutes les lampes dont je pouvais disposer, la rampe, le plafonnier, les baladeuses, ma lampe de poche, le projecteur mobile que je braquais et faisais pivoter comme une lance d'incendie, ou plutôt d'arrosage, car selon celle que je visais, l'inondant de flots de lumière crue, chaque pierre dominait à tour de rôle, comme fleurit chaque plante dans le cycle des saisons. Comme chaque fille apparaît tour à tour dans une ronde, s'avance, se présente, s'isole un instant, se met en vedette, chante et rentre dans la danse et se cache à son rang et se mêle à ses compagnes, embrasser la plus belle. Elles étaient toutes belles, et je me récitais la page immortelle et pour moi inoubliable de Marbode sur la symbolique des pierres précieuses que je venais de découvrir dans le latin mystique de Rémy de Gourmont, ce livre j'aimais, une compilation, une traduction, une anthologie qui a bouleversé ma conscience et m'a en somme baptisé, ou tout au moins converti à la poésie, initié au verbe, catéchisé.